Abidjan, la capitale, peut-elle redevenir la perle des lagunes? La réponse est oui, selon les autorités ivoiriennes. L'opération Abidjan Ville Propre est à sa deuxième phase. Datea Adjo a été condamnée à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Bondoukou. L'institutrice avait plongé en octobre dernier les mains d'une fillette de 7 ans dans de l'eau bouillante sous prétexte qu'elle aurait volé de la viande dans la sauce. La République démocratique du Congo est 3e à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Léopards ont terminé la CAN en battant le pays organisateur, la Guinée équatoriale. Les temps forts dans quelques instants. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Le volet culture de cette édition, c'est dans une trentaine de minutes. Nous parlerons du bilan des activités du ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous aurons également des éléments relatifs à la promotion des valeurs traditionnelles. Nous aurons un invité dans cette page culture. Il s'agit de Gabriel Guimonem, auteur de recueil des poèmes qui a pour titre « Trou de cœur », un cœur ensanglanté par 1000 douleurs. Un cœur tiraillé sans répit, nous en parlerons dans une trentaine de minutes dans le volet culture de ce 20h. Le chef de l'État est de retour à Abidjan. Il est arrivé ce soir même. Le président Alassane Ouattara a participé hier au lancement des activités de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Ce lancement a été marqué par un forum au cours duquel une conférence a été prononcée par le président de la République sur le partenariat public-privé et les opportunités d'investissement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous aurons certainement les images et le bilan de ce forum de Paris avant la fin de ce journal. Daniel Kablan-Duncan a effectué une visite de travail à l'IGF. L'inspection générale des finances, une visite mise à profit par le Premier ministre pour engager ses collaborateurs à œuvrer à ce que l'inspection générale des finances soit à la hauteur des attentes d'une Côte d'Ivoire résolument tournée vers la culture du résultat, de l'efficience et de la bonne gouvernance. Hamza Diaby pour les détails. Inspection générale des finances, IGF, structure de promotion de la bonne gouvernance économique et financière de proximité. Ces 4 dernières années, elle a contribué à travers ses activités à la mise en œuvre des actions du programme de travail gouvernemental relatif au soutien à la relance économique, à l'amélioration de la gestion budgétaire et au renforcement de la gouvernance économique et financière. Rattachée depuis décembre dernier au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, l'IGF a reçu ce vendredi la visite du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. La visite que j'effectue aujourd'hui à l'Inspection générale des finances s'inscrit dans le cadre du contact direct que j'ai décidé d'établir avec les services en charge de l'économie, des finances et du budget pour partager les principaux enjeux ainsi que les difficultés liées à la conduite de leur mission. À l'issue de cette visite, des solutions pragmatiques et innovantes devraient pouvoir être dégagées afin que l'Inspection générale des finances puisse jouer pleinement son rôle d'acteur de la saine gestion des finances publiques et de promotion de la bonne gouvernance économique et financière. Je voudrais rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache une importance particulière à ces valeurs qui sont indispensables pour la réalisation de sa vision, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour la transparence et la rigueur, le gouvernement a décidé de faire de l'optimisation de la dépense publique son credo. Au cours de cette séance de travail, un point sur la situation des passifs de l'État a été fait par l'Inspection générale des finances. Ce passif s'élève à 428 milliards de francs CFA, dont la moitié a été traitée. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu ce samedi dans la région de Dabou pour célébrer la réconciliation. Ahmed Bakayoko a exhorté les populations du Léboutou à l'entente et à la cohésion sociale. Cette journée consacrée à la réconciliation a été marquée par une remise de dons d'une valeur de 85 millions de francs CFA au corps préfectoral et aux forces de sécurité de Dabou. Nous aurons certainement le compte-rendu avant la fin de ce 20h. Atelier de finalisation de la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale. Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant veut rendre effectif un pan du travail gouvernemental
À travers la consolidation de l'équilibre sociétal en Côte d'Ivoire, le présent atelier qui se tient à Yamoussoukro va produire un document final qui va servir de guide pour la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale dans notre pays. Kader Sogodogo pour des précisions. Les piliers de la solidarité et de la cohésion sociale, jadis fierté nationale, ont été durement ébranlés par les crises successives qui ont affecté la Côte d'Ivoire. Le règlement des conflits interethniques, intercommunautaires, intergénérationnels, fonciers et autres demeure une préoccupation constante. Pour y remédier, des initiatives existent. Pour accentuer leur impact auprès des populations, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé d'élaborer un document cadre en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ce document soumis à validation à Yamoussoukro prend en compte le diagnostic de l'état de la solidarité, de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les axes stratégiques de la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale et la matrice d'action pluriannuelle. Présente à Yamoussoukro, la ministre Anne-Désirée Ouloto revient sur l'importance du présent atelier. Le document de référence qui nous rassemble à cet atelier autorisera l'élaboration d'un plan stratégique sur 3 à 5 ans avec des programmes et actions concrets, pertinents, capables de faciliter le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration du quotidien des populations. J'attache du prix à la qualité de vos travaux et à celle du document qui en sortira. L'atelier de Yamoussoukro regroupe, aux côtés du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des structures gouvernementales, des organisations de la société civile et des agences d'aide au développement. Le document de politique nationale de solidarité et de cohésion sociale, finalisé, sera soumis au gouvernement. Le directeur général de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, a eu une séance de travail ce vendredi avec le secrétaire général par intérim du RDR. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du lancement prochain d'une opération de sensibilisation. Plus de 30% d'ex-combattants non démobilisés seront réinsérés. Des précisions avec Michel Digré. À la date du 31 décembre 2014, 46 000 ex-combattants ont été réinsérés, ce qui représente 62% de l'effectif. 19 000 armements collectés, soit 55% du ratio armement des ex-combattants. C'est le point fait par le directeur général de l'ADDR au secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Je suis venu présenter au secrétaire général du RDR et à toute l'équipe l'état d'avancement des activités du DDR en Côte d'Ivoire. Ensuite, le remercier pour toute l'assistance que le RDR a apportée à l'ADDR dans le cadre de nos activités, des activités de sensibilisation, des activités de mobilisation. Et enfin, nous avons également fait état au secrétaire général du fait que nous étions en train de lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation et nous avons sollicité l'appui du RDR à cet égard. En ce qui nous concerne, nous prendrons part naturellement à ce programme de sensibilisation pour demander à tous ceux qui, à un moment donné, se sont sentis dans ces conditions d'approcher la DDR afin qu'on puisse trouver une solution à leurs problèmes de réinsertion. Je crois que c'est ça qui préoccupe les ex-combattants. Donc le RDR est entièrement partant pour une telle opération, dont d'ailleurs l'objectif, c'est de ramener la tranquillité et la normalité dans notre pays. Dans le cadre de cette opération, Fidel Sarasoro rencontrera ses partenaires et les autres partis politiques. Le président de la République a souhaité récemment que dans les meilleurs délais, tous les ex-combattants soient pris en compte dans le processus désarmement, démobilisation et réinsertion.
Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant des factures impayées dans la région de Mans au cours de l'année 2012. Seulement 42% de la population paie régulièrement ses consommations d'électricité. Cette information a été donnée par la compagnie ivoirienne de l'électricité. Face à cette situation, le ministre en charge de l'énergie, Adama Tounkara, s'est rendu sur place à Mans pour échanger avec les populations, mais surtout s'entendre sur l'essentiel, payer ses factures. F. Boué. Les habitants de la ville de Mans ne paient pas régulièrement leurs factures d'électricité. 3,3 milliards d'impayés pour les années de 2012, 2013 et 2014, selon les chiffres de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pour les populations, cela s'explique. Le paiement des factures à Mans, la population ne refuse pas, mais il y a eu des problèmes. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de choses. Nos maisons sont habitées. Ils ont utilisé le courant. Les arriérés qui sont là, 1 million, 2 millions là, quand les gens voient les 1 million, 2 millions, 3 millions là, c'est ça qui les fait peur. Conséquence, des incompréhensions sur le terrain entre agents de la CIE et consommateurs. Des agents, dans l'exercice de leurs fonctions, souvent heurtés à l'hostilité de certains quartiers. Une séance donc d'information et de sensibilisation du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, pour lever les coins de voile. Nous sommes venus expliquer à la population de Mans que les factures de 2012, 2013, 2014 sont des factures dont elles doivent s'acquitter et que les factures fraîches doivent être payées dans l'immédiat. Mais nous sommes venus leur expliquer que le gouvernement continue de faire un excellent travail, un programme de grande construction, de ponts, d'écoles, d'universités, même à Mans, que la population vienne avec nous pour nous embarquer dans le train de l'émergence de 2020. S'embarquer dans le train de l'émergence, c'est aussi payer ses factures d'électricité. Pour changer la donne, élus locaux, leaders d'opinion, autorités administratives promettent sensibiliser à nouveau les différentes populations de Mans. Autre actualité, l'opération Abidjan Ville Propre qui est à sa deuxième phase, une phase pratique qui consiste à déguerpir les commerçants installés de façon anarchique sur le domaine public. Cette seconde phase a commencé dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Le témoignage de notre reporter Hugues Hervé Blé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable ne veut plus d'occupation anarchique des emprises des voies publiques dans le district d'Abidjan. Ce jeudi a été donné le top départ de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de ces emprises. Exactement, il s'agira de déplacer ou démolir quand c'est nécessaire les installations que certaines personnes, généralement des commerçants, ont placées sur le domaine public, qui créent l'insalubrité, qui créent le désordre. Surtout les installations qui sont sur les caniveaux, qui bouchent les caniveaux et qui entraînent aussi les inondations dans la période de pluie, d'ailleurs qui vient de commencer. Les commerçants ont été informés et cette opération même est organisée en collaboration avec les mairies et en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Il y a eu des grincements de dents à Cocody dans les environs du CHU. Prétestant n'avoir reçu aucune mise en demeure, les commerçants ont même tenté de s'opposer à leur déguerpissement en refusant de laisser passer les opérateurs de la salubrité. Rien n'a pu freiner la détermination du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui souligne avoir respecté la procédure requise en matière de déguerpissement. L'opération de déguerpissement qui commence par Cocody, Yopougon et Adjamé va au final toucher l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Toutes sont en effet concernées par l'opération Abidjan Ville Propre dotée d'un budget de 2 milliards 200 millions de francs CFA par le chef de l'État. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le district d'Abidjan, les brigades de Songon, d'Aniama, de Bingerville et de Port-Boué ont reçu une dotation en véhicules et motos. La remise de ce matériel offert par le gouverneur Bégré Mambé a eu lieu en présence du ministre chargé de la Défense, Herman Niamien. Ce qui paraissait comme une symphonie inachevée vient d'être réparé. Après avoir fait don de cette brigade de gendarmerie en juin 2013 à la population de Songon, le gouverneur du district d'Abidjan vient de la doter de matériel motorisé. Un véhicule de type 4x4 et 7 motos réceptionnées par le ministre chargé de la Défense.
À travers ce don, Begré Mambé veut soutenir cette brigade dans sa mission régalienne de protection des populations. L'instrument qui sera remis à nos frères et sœurs gendarmes est un instrument qui va consolider leur volonté toujours affichée d'apporter aux populations la paix. Songon, distant d'une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, subit régulièrement le règne des bandits selon le maire de la commune. Ce dont, selon Eric Nkumo-Mobio, va contribuer à réduire le banditisme dans sa localité. Très rapidement, nous allons, avec le sous-préfet et le commandant de brigade, nous mettre en place pour que nous puissions définir un schéma de sécurisation de nos populations qui, je le répète encore, durant ces dernières années, souffrent énormément. Le ministre chargé de la Défense se réjouit de ce geste qu'il considère comme une bouffée d'oxygène parce qu'il vient renforcer la mobilité de ces hommes. Il invite donc la population à entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de leur permettre d'assumer pleinement leur mission. Paul Kofi exhorte aussi les populations à ne pas se faire justice face au phénomène d'enlèvement et d'assassinat des enfants. Si vous constatez des individus de tout acabit, des braqueurs, des voleurs, des suspects pour enlèvement d'enfants ou pour tout autre, il faut les signaler à la gendarmerie, aux forces de sécurité. C'est elles seules qui peuvent rendre justice avec les tribunaux. Vous ne devez pas vous faire justice. Ces motos, 7 au total, seront complétées à 10 selon le gouverneur Begré Mambé. Outre la brigade de Songon qui reçoit le véhicule et 5 motos, les brigades d'Aniaman et de Benjaville recevront chacune 2 motos et celle de Port-Boué 1 moto. On en vient maintenant à ce deuxième titre de ce journal. Jugé pour violence et voies de fait sur mineurs le jeudi 5 février dernier, Daté Adjoa, institutrice, a été condamnée par le tribunal de Bondoukou à 3 ans de prison ferme. L'institutrice avait plongé en octobre dernier les mains d'une jeune fillette de 7 ans dans de l'eau bouillante sous prétexte qu'elle aurait volé de la viande dans la sauce. Bondoukou, palais de justice, il est 9h. Derrière ce grand portail fermé se tient le procès de Daté Adja, 35 ans, institutrice. Elle est accusée de violences et voies de fait sur une mineure de moins de 15 ans. Un procès auquel notre équipe de reportage n'est pas autorisée à filmer. Quelques minutes plus tard, le juge du tribunal de Bondoukou, après 3 procès, donne son verdict. Daté Adja est condamné selon l'article 362 du Code pénal à 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA. La condamnée est escortée sous haute surveillance policière à la préfecture de police où elle est placée en garde à vue. Un verdict apaisant selon le père de la victime. J'en donne le verdict final, ça me va. Justice a été rendue à ma fille. Que s'est-il passé? Pourquoi Daté Adja a-t-elle été condamnée? Direction le quartier Bento de Bondoukou. Là, nous retrouvons la victime en famille, la petite Lisiana, 7 ans. En classe de CE1 cours élémentaire première année, Lisiana a vu ses 2 mains plongées dans de l'eau bouillante par Daté Adja le 13 octobre dernier. Les faits se sont déroulés à Kwassindawa, village situé à environ 15 km de Bondoukou. Daté Adja, accusant la petite Lisiana d'avoir pris des morceaux de viande dans la sauce d'une collègue à sa tante, n'a eu d'autre recours que de lui ébouillanter les mains. J'ai dit à ma belle-fille qui est à la maison là, qu'à partir de 16 h, tu chauffes de l'eau. Là, quand ils reviendront des cours, ils vont se laver avant le dîner. Et c'est ce qu'elle a fait. L'eau était dans le seau. Bon, c'était pas bouillant, mais c'était chaud. Avec la peau fragile d'un enfant de 7 ans. Donc elle a pris la petite par les 2 mains. Et paraît-il qu'elle voulait les plonger dedans. Elle voulait les plonger. Quand la fille a dit que tanti c'est chaud, elle l'avait déjà fait. Et quand j'ai vu ces ampoules, j'ai piqué une crise parce que je suis hypertendue. Les mains hors usage, Lisiana s'est vue obligée d'abandonner les cours depuis le mois d'octobre dernier. Son rêve, retourner à l'école. Mes mains sont brûlées, ça.
Je ne peux plus écrire ça, que ça, je ne vais pas à l'école. Je veux aller à l'école, apprendre comme mes amis. Possible dans 1 ou 2 mois, selon Dr Tiangbe Mamadou, médecin généraliste, médecin du médico-scolaire de Bondoukou. Il y avait 2 types de brûlures au niveau de la main. Au niveau du poignet, il y avait une brûlure de 1er degré. Et au niveau de la main, des doigts, la paume et la face postérieure des mains, il y avait une brûlure de 3e degré. Bon, systématiquement, nous avons fait un pansement et nous avons mis la fillette sous antibiothérapie. Il y a une bonne évolution. L'enfant dans l'avenir peut trouver l'usage parfait de ses doigts. Mais ce que nous craignons, c'est la cicatrisation. Ce n'est pas trop sûr que la cicatrisation soit parfaite. Pour l'heure, la petite Alizana devra attendre encore quelques mois avant de retrouver l'usage de ses mains et espérer retourner à l'école, retrouver ses amis de classe. Un drame est survenu récemment sur le fleuve Sassandra, dans la localité de Guésabo. C'est une embarcation de fortune qui a chaviré. Bilan, 18 morts. Les détails avec Thérèse et Bernard Yoboué. Voici le type d'embarcation qui a chaviré récemment sur le fleuve Sassandra, dans la zone de pêche de la sous-préfecture de Guésabo. 18 personnes au total ont trouvé la mort dans ce naufrage. C'était une embarcation motorisée de type Bozo qui est en provenance de Belagoum. Et Belagoum, c'est une zone de compétence de la zone de pêche de Djokwe. Voilà. Et qui est en partance sur la zone de pêche de Guésabo. Et c'est en ce moment-là est arrivé le naufrage. Le drame est dû à la surcharge de l'embarcation. Cette embarcation de type Bozo, elle était vraiment trop chargée. Voilà, elle contenait en son sein 6 sacs de café. Le pirogueux a eu à dire dans ses propos qu'il avait en son sein 35 personnes. Selon l'agent des eaux et forêts, les victimes, composées d'hommes, de femmes et d'enfants, ont été inhumées aussitôt au bord du fleuve, comme le recommande la tradition en pareilles circonstances. Pour éviter d'autres drames de ce genre, les agents chargés de la pêche souhaitent un minimum d'équipement de la part de l'État pour leur permettre d'être plus efficaces dans leur mission de surveillance sur l'eau. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu ce samedi dans la région de Dabou pour célébrer la réconciliation. Ahmed Bakayoko a surtout exhorté les populations du Léboutou à l'entente et à la cohésion sociale. Forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, accueilli dans l'allégresse à la place Henri Konabidje de Dabou. C'était à l'occasion d'une cérémonie de réconciliation. Et pour cela, Dabou a battu le rappel de ses filles et fils. Le porte-parole de la population, le député Abretouni Albert, a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement de la Côte d'Ivoire, puis a marqué l'adhésion totale des populations de Léboutou à l'appel de Daoukro. L'engagement du Léboutou à ses côtés aujourd'hui et à nous soutenir demain n'a ni condition ni préalable. Le Léboutou est prêt pour nous redonner un second mandat. Parrain de cette journée de réconciliation, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué la forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts. Ahmed Bakayoko a exhorté les filles et fils du Léboutou à privilégier le développement de leur région en tournant le dos à la division. Je peux vous assurer de mon engagement à votre côté. Je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a également démenti les folles rumeurs sur le phénomène d'enlèvement d'enfants en insistant sur les mesures prises par le gouvernement pour juguler ce fléau. Par ailleurs, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert des ordinateurs, des imprimantes et 3 véhicules de type 4x4, le tout d'une valeur de 85 millions de francs CFA, respectivement au corps préfectoral et au commissariat de police de Dabou.
La rentrée culturelle 2015 a été l'occasion pour Bandama Maurice, ministre de la Culture et de la Francophonie, de faire le bilan des activités de l'année écoulée et de présenter les perspectives de son ministère. Compte rendu, Issa Yeo et Léon Brou. Double cérémonie de rentrée culturelle et de présentation de vœux de nouvel an au ministère de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandaman saisit l'occasion de ces retrouvailles pour féliciter ses collaborateurs et dresser le bilan de l'exercice 2014 de son département. Après plusieurs années d'interruption, le marché des arts et du spectacle africain, Massa, est revenu sur le bord de la lagune Ébrié. Le cinéma ivoirien a pu s'élever jusqu'aux hautes marches du cinéma mondial en s'invitant au Festival de Cannes. Nous avons également marqué l'année 2014 par les activités traditionnelles telles que la fête de la musique, dont la notoriété cette année a été établie par le format itinérant qui a suscité de la part des mélomanes admiration et adhésion. Les amoureux du livre et toute la nation ont rendu au célèbre écrivain Amadou Kourouma à l'occasion du transfèrement de ses restes sur la terre de ses ancêtres après plus de 10 ans de séjour dans un cimetière lyonnais. Au total, nous avons eu une année faste, riche. 2015, annonce le ministre de la Culture et de la Francophonie, verra la poursuite de ces réformes. D'autres initiatives seront également prises pour le développement de l'activité culturelle. Cette année, 2 nouvelles grandes lois, après celles portant sur la politique du cinéma et la politique culturelle, seront devant nos députés. Il s'agit de la loi sur le livre et de la loi sur le droit d'auteur portant volet sur la copie privée. Avec ces 2 lois, nous aurons réussi la totale réglementation de notre culture dans tous ces secteurs et segments. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 28 février au 8 mars 2015, a été aussi évoqué à cette rencontre de l'INSAC. Sujet, le ministre de la Culture et de la Francophonie a émis le vœu que les artistes ivoiriens ramènent l'étalon du Yenenga, la plus grande distinction du FESPACO. C'était le reportage de Issa Yao commenté par Léon Brou. Avec notre reporter Francis Boifo, suivant les temps forts d'une cérémonie consacrée à la promotion des valeurs traditionnelles dans la région de Dabou, la génération Nibwessi a désormais en main la gestion des affaires du village de Banda. Le tam-tam parleur annonçant la passation du pouvoir par la génération Mborman à celle d'Ngbessi de Kwanda, village situé dans la sous-préfecture de Dabou, région des Grands Ponts. Au pays Adjoukrou, cet événement est célébré tous les 8 ans. Nous célébrons d'abord la régulation de la société villageoise destinée à assurer son bon fonctionnement et d'en garantir l'harmonie et la cohésion sociale. Ensuite, il s'agit de mettre en évidence le mouvement de promotion à l'échelle supérieure des générations inférieures. Les pieds dans la tradition, la tête dans le modernisme, le parrain de cette fête des patriarches, Kobena Kwasi Adjoumani, a dit l'intérêt qu'il porte à la promotion des valeurs traditionnelles. La société Adjoukrou est une société qui est bien organisée. On a l'impression d'y voir un État avec un chef d'État, un État avec bien sûr un gouvernement avec un premier ministre. Félicitations donc pour tout ce travail que vous faites. Dans 8 ans, la génération Ningbessi qui préside désormais aux destinées de Kwanda passera le flambeau au Bodjel. La région du Tonkouy renoue progressivement avec sa culture et son tourisme. Un festival dénommé FECADAN, entendez le Festival de la culture et des arts d'An, verra donc le jour le 6 juin prochain pour célébrer, sauvegarder, mais surtout faire la promotion des valeurs culturelles. Abou Sanogo. Des impacts de balles, un masque échassier défiguré. Voilà ce qui reste de ce monument, vitrine de la culture dans la ville de Mans.
Depuis 10 ans, ce joyau artistique, culturel et touristique souffre des séquelles de la crise militaro-politique de 2002. Sur l'initiative du Festival de la culture et des arts FECADAN, ce monument va connaître une réhabilitation. FECADAN, c'est un festival qui va se tenir en juin, mais on viendra aussi pour réhabiliter les sites touristiques, à commencer par l'entrée de Mans, ce symbole qui donnait l'image à Mans, mais qui est abîmé actuellement. Nous allons le réhabiliter en partenariat avec la mairie. À chaque édition, nous allons laisser nos empreintes dans le Tonkwi. Une contribution qui, selon le premier magistrat de la commune de Mans et l'ensemble des acteurs du tourisme, est un appui considérable pour la valorisation de la culture et du tourisme dans la région du Tonkwi. L'entrée de la ville, c'est par ici. Cet édifice-là qui est dans un état de dégradation avancée. Nos jeunes frères, à travers leur festival dénommé FECA, qui ont décidé de réhabiliter ce premier site, pour nous, c'est un soulagement. Nous ne pouvons que leur dire merci à notre nom et au nom de la population de Mans. Depuis 2010, les activités ont véritablement repris. On peut dire qu'au niveau du parc hôtelier, avant la crise, on avait environ 37 hôtels. Aujourd'hui, nous en sommes à 50. Les sites ont commencé à être réhabilités. Les compagnies de transport fleurissent. Donc aujourd'hui, on peut dire que le tourisme renaît à l'ouest. Je pense bien que le FECA va pour nous être un produit d'appel touristique. Les tisserands même partaient tisser, les gens venaient regarder et puis les gens venaient payer. Mais maintenant ça ne se fait plus. Bon, quand ça s'arrête, toutes les activités artisanales aussi de Boubou Yagouba, ça s'arrête. On est prêt à participer. La région du Tonkwi veut renouer avec son lustre d'antan en matière de tourisme et de culture à travers le festival FECADAN. Un événement à l'image du Pakinou chez le peuple baoulé qui va regrouper dans un même lieu les filles et fils de la région qui vont donner un coup d'accélérateur au développement de leur localité. L'invité de la page culture, M. Gabriel Gueïmonet, auteur du recueil de poèmes qui a pour titre « Trou de cœur ». Bonsoir. Bonsoir David. Alors vous êtes professeur d'anglais de formation et vous êtes présentement sous-directeur des examens et concours. Ça veut dire que vous avez de lourdes responsabilités au sein de l'administration ivoirienne. Alors l'écriture de la poésie, c'est quoi? C'est juste un passe-temps Quelquefois, oui, c'est un passe-temps parce que, comme vous le dites, on a suffisamment de responsabilités au plan national. Donc, ça nous permet de nous divertir en écrivant par moment. Ah, donc, vous écrivez pour vous défouler? Pour nous défouler parce que, comme je l'ai dit par ailleurs, l'écriture, c'est quelque chose de thérapeutique. Parce que quand on est un peu stressé par les travaux qu'on met dans la journée, ça nous permet de nous détendre et puis faire ce qu'on doit faire pour le lendemain. D'accord. Et ceux qui écrivent des poèmes et tout ça, bon, généralement les gens disent que c'est des rêveurs. Votre réaction? Moi, je ne suis pas rêveur parce que j'ai les pieds sur terre. Ils sont loin des réalités de la vie au quotidien. Non, je suis ancré sur la terre parce que quand vous lisez les poèmes, c'est des poèmes qui sont concrètement sur la terre. Je ne suis pas dans les vapeurs. Donc ce que j'écris, c'est souvent à partir de la réalité de ce que je vis, mais il faut préciser tout de suite que le recueil n'est pas autobiographique. D'accord. Comme vous avez tenté de le dire. D'accord. Alors avant de continuer, nous allons voir un peu les temps forts de la cérémonie de dédicace de votre œuvre. La nature, l'amour, la mort et l'espoir, des thèmes que Gabriel Gueïmonet évoque dans son recueil de poèmes « Trou de cœur ». Selon le poète, la nature est faite d'éléments tels que la lune, le temps, l'eau, le vent et le feu. Il présente ces éléments comme étant primordiaux à l'existence humaine et dont la beauté est éternelle. Gueïmonet va également à l'antipode de tous les bienfaits de la nature en montrant son état éphémère et les désolations qu'elle peut créer, car selon lui, personne n'a le pouvoir de la dompter. En 80 pages, le poète revit ses amours passés à travers des poèmes idylliques. Il expose sa mélancolie, son désespoir, suite à des amours perdus. Il exprime également sa souffrance au travers des poèmes tels que Les sanglots de la résistance, Pourquoi cela, À qui la faute, et Condamné à vivre sans toi, dans des vers et des strophes aussi émouvants les uns que les autres. Trou de cœur évoque aussi la mort et son lot de désolation, la douleur que peut ressentir une personne qui a perdu un être cher. D'où le poème qu'il dédie à sa mère intitulé « Tu t'en vas ». L'œuvre de Gabriel Gueïmonet est divisée en 4 parties, 4 thèmes qui évoquent les grandes articulations de la vie humaine que sont la naissance, l'amour, la mort et l'espoir.
Commençons par l'espoir. Eh bien, dans cette partie, vous parlez d'unité. Est-ce que ce n'est pas au regard de ce que votre pays a traversé récemment? Quelque part, oui. Parce que quand il y a l'unité dans la famille, tout le monde s'entend et on est heureux. Mais quand l'unité fait défaut, quelque peu, je pense qu'on vit un désespoir. Et l'unité devrait pouvoir nous permettre de vivre véritablement l'amour entre les hommes. Donc l'unité est importante. C'est vrai, mais on a toujours parlé d'unité. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre message? Ben justement parce que nous sortons d'une crise qui a duré pendant près de 10 ans. Et si cette unité avait existé, on n'aurait pas vécu cette situation. Donc c'est un appel à mes concitoyens pour qu'ils puissent véritablement faire naître dans leur vie, ancrer dans leur vie cet esprit d'unité pour que nous puissions nous entendre tous les jours et éviter justement de vivre ces situations que nous avons vécues. Est-ce que le message passe difficilement? J'espère, parce que je souhaite que ça passe justement, parce que, bon, d'aucuns l'ont dit, les poèmes sont hermétiques, mais si vous lisez le mien, il n'est pas hermétique parce que j'utilise des thèmes et des termes qui puissent être entendus de tout le monde et être compris de tout le monde. Donc le poète, il peut être accessible à tout le monde. C'est parce que souvent les gens veulent faire de telle sorte qu'ils soient eux-mêmes hermétiques. Mais je pense que ce n'est pas l'objectif quand on écrit. Et quand on veut faire passer un message, c'est de faire en sorte que justement vous puissiez être compris de tous. J'aimerais quand même qu'on colle à l'actualité. Quelle pourrait être donc la contribution de la poésie dans cette recherche, dans ce processus de réconciliation? Et puis après, on parlera aussi de la contribution de la poésie dans cette ambition du chef de l'État qu'on passe vers l'émergence. Donc d'abord au niveau de la réconciliation. Bon, comme je l'ai dit tantôt, je pense que la poésie en tant que telle littérature elle permet de pouvoir s'évader. Et quand vous avez beaucoup de soucis et que vous avez beaucoup de problèmes, quand vous lisez un poème ou bien quand vous écrivez un texte poétique, le poème en tant que tel, qui a une sonorité qui vous permet de vivre un peu dans les vapeurs, puisque en intro vous avez dit tout à l'heure que les gens sont considérés comme des rêveurs. C'est justement à ce niveau que les gens parlent de rêve, parce que ça vous permet de vous détendre un peu et de quitter le train-train quotidien. En le faisant, vous avez le temps de quitter les stress que vous vivez tous les jours, et ça vous permet. C'est un peu thérapeutique. C'est ça. Parce que moi, quand j'écris un texte, je l'oublie, mais ça me permet d'être vraiment soulagé. Donc je pense qu'à travers le poème, à travers la littérature en général, c'est ce que nous pouvons ressentir. Alors, vous avez traité de 52 sujets. Oui. Et vous choisissez Trou de cœur à la une de cette œuvre. Pourquoi? Est-ce que c'est une affaire personnelle? Non, ce n'est pas une affaire personnelle, parce que Trou de cœur, quand vous prenez un trou, que vous regardez dedans, il est noir. Mais quand vous mettez un faisceau de lumière, ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a. Le noir, en Afrique, on dit souvent que c'est une couleur de deuil, mais en fait, ce n'est pas. Sous d'autres cieux, le noir est une couleur de joie aussi. Donc, quand vous mettez un faisceau de lumière dans ce trou noir, ça vous donne un peu de clarté. Et ça vous permet de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur du trou. Donc, ça exprime un peu l'ambivalence de la vie. La vie n'est pas que joie, mais par moments, il y a aussi le malheur. Mais heureusement que la vie n'est pas faite que de malheur. Donc, la quatrième partie, espoir ou espérance. D'accord. Bon, j'ai bien envie d'acheter ce recueil. Mais ça sera gentil de votre part. Mais le problème, c'est que je suis hésitant. Oui. Alors, mais n'hésitez pas, parce que quand vous le dites... Il y en a des milliers comme ça? Oui. Alors, pourquoi devrais-on acheter ce recueil? Prendre un recueil de poèmes, d'abord, ça vous permet de vous détendre. Il faut aimer la lecture, parce que la lecture vous permet de vous détendre. Et là, ça vous permet aussi de rentrer dans, disons, l'histoire. Parce que quand vous prenez les poèmes de l'Antiquité, ça vous permettra de voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Et quand vous prenez un poème contemporain, cela vous permet de vivre un peu les différentes ambiances. Baudelaire, on chante Baudelaire au gîte, mais c'est parce qu'à un certain temps, il a vécu. Et aujourd'hui, sous nos cieux, nous pouvons avoir aussi des Baudelaire, pourquoi pas. Je ne me compare pas à Baudelaire, loin s'en faut, mais je pense qu'en le lisant, vous pouvez quand même voir quelques traits et qui vous permettront de vivre vraiment comme au ciel. J'aurais bien voulu continuer cet entretien, nous sommes pris par le temps. J'ai une dédicace le 13 février. Le 13 février, d'accord. Et je vous invite. Voilà, d'accord. Moi, je vais poser juste une dernière question. Allez-y, s'il vous plaît. En tant qu'auteur de ce recueil, que pourrait-on retenir de votre passage sur ce plateau que vous aimeriez? Ce que je souhaiterais, c'est que d'abord les gens s'intéressent à la poésie,
Parce que c'est, je dirais, le maillon faible de la littérature. Parce que les gens n'aiment pas tellement lire les poèmes parce qu'ils se disent que c'est hermétique. Mais moi, je permets par ce poème-là à tout le monde de lire le poème. Et ce n'est pas aussi hermétique que les gens pensent. Parce que quand on fait une écriture qui est accessible à tout le monde, c'est là où on permet de pouvoir comprendre véritablement le poème. Parce que quand vous prenez un poème, juste l'œuf, ça commence par le point et ça se termine par le point. Ça, c'est la vie. La vie commence par un point, ça se termine par un point. Je m'arrête là. Merci Gabriel Gaïmonet. Merci à vous également. Planifier et gérer ensemble le développement de nos communes avec un budget participatif, c'est le thème du séminaire du renforcement des capacités des maires en Côte d'Ivoire. Séminaire initié par l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Comment planifier et gérer ensemble le développement des communes? La question est au centre des réflexions de ce séminaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les maires de Côte d'Ivoire sur la participation des populations dans la gestion des affaires pour le développement de la commune. On ne peut pas faire le bonheur des populations à leur absence. Il faut donc que tout le monde, chacun soit informé et impliqué dans la gestion de nos communes. C'est pour cela que ce séminaire se veut un cadre de sensibilisation des maires. Les populations sont au cœur du développement de la localité. Elles doivent donc prendre part aux actions initiées par les autorités municipales. On reçoit des critiques des populations parce qu'elles ne savent pas d'abord comment fonctionne un conseil municipal. Et deuxièmement, nous prenons souvent des décisions qui ne correspondent pas aux attentes des populations. Et nous espérons sortir de ce séminaire avec suffisamment de capacités pour pouvoir confectionner des budgets qui répondent aux attentes des populations. En ce qui nous concerne à Yamsoukro, cette stratégie est déjà qu'on appelle mise en œuvre. Cependant, il y a certains détails qui nous ont été donnés qui méritent donc d'être su et donc d'être mis en place pour mieux servir nos populations. L'exercice d'un mandat municipal est pour le peuple. Le peuple commence au début et le peuple est à la fin. Donc nous devrons faire en sorte que le peuple soit au milieu, pour ne pas que nous occultons la place du peuple dans ce qui lui appartient au début. Ce séminaire se tient du 6 au 7 février 2015. Il sera également marqué par la première assemblée générale de l'UVICOSI au titre de l'année 2015. Comme annoncé en début de journal, le chef de l'État est de retour à Abidjan. Il est arrivé ce soir même. Le président Alassane Ouattara a participé hier au lancement des activités de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Ce lancement a été marqué par un forum au cours duquel une conférence a été prononcée par le président ivoirien sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous aurons certainement donc ces images que vous voyez. Eh bien, le chef de l'État dit avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous écoutons le chef de l'État. Je viens d'effectuer une mission en France où j'ai pris part à l'invitation du président français, le président François Hollande, au forum franco-africain pour une croissance partagée. Ce forum qui a également vu la participation de deux chefs d'État, Ali Bongo du Gabon, de la République gabonaise, de Macky Sall du Sénégal, de plus de 50 ministres et de plus de 500 entreprises françaises et africaines, marque l'avancée des travaux de la Fondation franco-africaine, présidée par l'économiste franco-béninois Lionel Zinsou. Alors, cette fondation franco-africaine, ou Africa France, vise à la fois à renforcer le partenariat et à stimuler les investissements entre l'Afrique et la France en rassemblant toutes les énergies. Il s'agissait donc de faire le point des relations économiques entre la France et l'Afrique. L'Afrique qui enregistre une croissance d'environ 5% par an depuis quasiment 2 décennies présente de nombreuses opportunités d'investissement. Alors, au cours de ce forum, j'ai eu l'occasion de prononcer un discours sur les partenariats publics-privés, un concept important pour le développement en Afrique. J'ai indiqué que la Côte d'Ivoire, dès 1959, avait donc mis en place un partenariat public-privé avec la SORS-ODECI
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Et par la suite, bien sûr, nous avons fait d'autres partenariats publics-privés que j'ai également cités. Alors, j'ai indiqué qu'en fait, il y a des besoins importants et grandissants de nos populations, alors que les moyens des États sont limités. Donc, il nous faut travailler avec le secteur privé dans le cadre de ces partenariats publics-privés pour avoir plus de ressources. Rien que dans le domaine des infrastructures, les besoins en investissement sont estimés pour l'Afrique à plus de 100 milliards de dollars, et alors que le secteur public dans nos pays, et avec l'aide au développement, ne peut donner que la moitié. Donc il nous reste 50 milliards de dollars à chercher au niveau donc, du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. Alors j'ai saisi l'opportunité de ce forum pour inciter les entreprises, notamment les entreprises françaises, à travailler avec le secteur privé ivoirien et à répondre aux appels d'offres que nous lançons à chaque fois pour pouvoir choisir les entreprises concernant ces projets. J'ai également indiqué que les entreprises ivoiriennes devaient travailler à faire en sorte de participer auprès des entreprises françaises et dans le cadre de ces appels d'offres. Alors j'ai également exercé le secteur privé français, compte tenu de son expertise, à venir encore plus nombreuses en Côte d'Ivoire, ces entreprises pour contribuer à la formation et à l'emploi des jeunes Ivoiriens. Alors je tiens à remercier bien évidemment le président François Hollande pour d'abord son invitation. J'ai également salué son engagement pour les questions sécuritaires dans la sous-région, sur le continent et dans le monde, car sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Et je crois qu'il donne l'exemple quant à la nécessité de pourvoir plus de sécurité pour les pays que nous sommes et qui ont besoin d'une paix pour pouvoir se développer. Alors ce forum a regroupé un grand nombre d'entreprises françaises, mais également ivoiriennes, et ceci a permis donc de renforcer les contacts et le partenariat entre les entreprises françaises et ivoiriennes pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors évidemment, étant à Paris, j'ai suivi la qualification de notre équipe, les éléphants, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, et je me suis entretenu dès la fin du match mercredi soir avec le président de la FIF, et pour le féliciter, leur dire toute ma fierté, je lui ai demandé également de féliciter l'entraîneur ainsi que donc l'encadrement technique et tous ceux qui sont allés soutenir notre équipe, notamment le président de l'Assemblée nationale que j'ai eu également, pour leur dire que nous sommes très fiers de notre équipe, car vous savez, battre successivement le Cameroun, l'Algérie et la République démocratique du Congo, il fallait le faire. Donc c'est quand même une performance exceptionnelle et cela nous donne beaucoup d'espoir. Et donc, comme tous les Ivoiriens, demain à 19h, je serai devant la télévision pour voir comment se déroule le match. Je souhaite bonne chance aux éléphants et donc on espère les revoir dimanche ou lundi avec ce que vous savez. Voilà, bonsoir. Donc, au nombre des fidèles téléspectateurs de la RTI figure donc le chef de l'État. Et donc, à demain donc pour la finale Côte d'Ivoire-Ghana, finale retransmise donc en direct, le chef de l'État l'a dit, à partir de 19h. Les Léopards du Congo sont donc 3e de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après une séance de tir au but, le Congo s'est imposé 4-2. Les temps forts de ce match avec Aude Alégbé. Dans cette petite finale entre la RDC et la Guinée équatoriale, les débats ont été moins vivants et sans but. Les deux équipes qui jouaient la 3e place n'ont pas séduit. La Guinée équatoriale se contente de contre-attaque mais a du mal à développer son jeu. Côté congolais, Bolasie et Mabouati prennent le dessus. À la fin de la première période, les deux équipes sont à égalité 0-0. L'entrée de Mbokani, co-meilleur buteur de la compétition avec 3 buts, en seconde période n'a rien changé.
Bolasie tente de marquer à plusieurs reprises. Finalement, ce sont les tirs au but joués directement au thème des 90 minutes qui permettent aux Léopards d'occuper la 3e place de la CAN 2015 avec 4 tirs contre 2 pour le Nzalang national. Voilà, la finale c'est donc demain. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face aux Black Stars du Ghana dans des quartiers d'Abidjan, capitale économique. Drapeaux, maillots et autres gadgets à l'effigie des éléphants ont refait surface. Les supporters se les arrachent pour manifester leur soutien dans leur équipe nationale. Guillaume Zéré, Moussa Kodaté. Désormais, ne vendons plus aussi la peau de l'éléphant avant de l'avoir tué. Les Pachidèmes ivoiriens sont en finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football et leur position les a visiblement réconciliés avec leur peuple. Les gadgets aux couleurs ivoiriennes qui étaient invisibles en début de compétition sont de retour en grande force. Bonne nouvelle pour les commerçants qui témoignent du patriotisme, retrouver des Ivoiriens devant les prouesses de leur 11 national. Bon, vous savez, au début, les gens n'avaient pas trop confiance. On voit la différence, hein. Comme vous voyez maintenant, depuis une semaine, il y a un changement vraiment à 100%. Hein. Depuis matin, ça marche seulement, ça marche. 2-0 seulement, c'est qu'on veut. C'est que si on souhaite bonne chance pour les éléphants. Partout dans les rues ou dans les commerces, l'heure n'est qu'à l'achat de quoi démontrer son soutien à la bande à Hervé Renard, qui, pour se prendre un drapeau, un collier, une trompette, des mèches colorées, des bas ou des maillots. En tout cas, tout ce qui pourrait créer la symbiose avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire finale ce dimanche 8 février. Papa est supporter l'équipe nationale. C'est pas que je mets le maillot. J'ai pris encore quoi pour montrer que j'aime mon pays. Comme quoi, on peut rebondir même après les crises les plus graves et les critiques absurdes à l'endroit des éléphants footballeurs n'était que dépit amoureux. Éléphants, mouillez le maillot. Votre peuple vous soutient. Voilà, en direct, donc demain à partir de 19h. Le rappelons que le président Alassane Ouattara est rentré à Abidjan. Il a participé hier au lancement des activités de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Ce lancement a été marqué par un forum au cours duquel une conférence a été prononcée par le président ivoirien sur les partenariats publics et privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À son arrivée donc ce samedi, le président a été accueilli donc par les autorités de ce pays, autorités politiques et administratives. Voilà donc, merci. Voilà. Fin de ce journal supervisé par Delphine Oubla. On se retrouve donc avec beaucoup de plaisir demain à 20h pour célébrer, je pense, la victoire.